Nous allons débuter notre petite présentation pour se rappeler les objectifs quant à la neutralité carbone, hein. Ces objectifs de neutralité carbone résultent d'engagements qui ont été pris au cours de la COP 21 à Paris en 2015, qui visent donc à une neutralité carbone d'ici 2050, mais également à limiter l'augmentation de la température moyenne à 2 degrés et si possible à 5. Ces engagements-là se sont traduits en France par une division par 6 de nos émissions de gaz à effet de serre au regard de la situation de 90. Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a qu'au moins 40% de nos émissions doivent baisser. Donc, l'enjeu est évidemment fort, à la fois en termes d'objectifs et puis de résultats quant à la préservation de la planète. Alors, il est évident que toutes les organisations, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, sont directement concernées par l'enjeu. Et au sein de ces organisations, plus particulièrement les services achats. Et j'irai encore plus particulièrement l'acheteur public, compte tenu des volumes d'achats que draine cette commande publique. L'acheteur public a un rôle d'influence directe auprès des fournisseurs et de leur écosystème pour, pour réduire ces émissions carbone. Parce que lorsque, en tant qu'acheteur, on vise à réduire l'impact carbone de nos achats, au bout du compte, c'est réduire l'impact carbone des fournisseurs et de toute la chaîne d'approvisionnement. Nous allons essayer de voir comment concrètement œuvrer pour atteindre cet objectif de neutralité carbone, concrètement dans un acte d'achat. Je dirais que la partie, de mon point de vue, la plus importante est la première. Elle se situe en amont même du marché. Déjà, prendre connaissance des objectifs de décarbonation de son entité, hein. Ces objectifs peuvent être fixés dans l'espace air ou bien dans un bilan d'émissions de gaz à effet de serre si votre structure y est soumise, ou dans d'autres politiques internes. Mais la stratégie d'achat que vous vous apprêtez à, à, à réaliser doit évidemment prendre en considération les objectifs internes en la matière. Mais c'est aussi avoir une bonne connaissance des capacités du marché de l'offre, bien sûr, au travers du sourcing, au travers de la veille technologique. Cette prise de connaissance est fondamentale parce que ça va vous permettre peut-être de découvrir des produits éco-conçus, des modes opératoires qui auront un impact environnemental au sens large, hein, moindre, et tout ça pour arriver à trouver des solutions alternatives à celles qu'on avait imaginées, et solutions alternatives qui répondront à cet objectif de réduction de l'impact carbone. Mais en amont du marché, et là, je pense que c'est une étape fondamentale et qui est incontournable, c'est d'identifier, lorsqu'on veut faire un achat avec réduire l'impact carbone de nos achats, ben c'est savoir où, à quel moment notre achat comporte un impact carbone. Et pour ça, on a une méthode qui consiste à balayer toutes les étapes du cycle de vie du produit ou du service qu'on envisage d'acheter pour identifier ces étapes les plus prégnantes d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre. On fait le même exercice pour tous les impacts environnementaux populaires. Aujourd'hui, on s'intéresse au GES, mais la démarche est exactement la même
pour identifier les impacts environnementaux auxquels notre achat contribue. Alors, comment on fait? On a différents outils qui sont à notre disposition. On peut s'appuyer sur une analyse cycle de vie du produit qu'on envisage d'acheter, qu'on appelle une ACV, et alors l'ACV, je dirais que l'analyse la plus aboutie d'un point de vue scientifique et qui permet de mesurer et l'ensemble des impacts environnementaux, il n'y a pas que l'impact carbone, par l'eau, l'épuisement des ressources, etc., et d'identifier les étapes du cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la fabrication jusqu'à la fin de vie, les étapes qui sont les plus prégnantes d'un point de vue impact carbone. On a aussi les déclarations environnementales produits, fameuses DEP, qui sont le résultat d'ACV, non pas à la maille d'un produit, mais d'un groupe de produits. Et ces DEP sont extrêmement éclairantes également pour identifier les étapes les plus prégnantes. On a aussi des bases de données qu'on peut retrouver sur Internet. Hein. Dans le domaine des bâtiments, la base INES. Pour les infrastructures routières, une base qui est très utilisée qui s'appelle SEV. Dans le domaine du textile, de l'alimentaire, on a Ecobalise, alors qui est, parce que j'ai pu comprendre, là, c'est une base qui a été développée en lien avec l'ADEME, qui n'est pas en version finalisée, mais qu'on peut trouver d'ores et déjà sur Internet, on y a accès. Dans le domaine du transport des marchandises, on a une base qui s'appelle Ecotransit. Voilà. Il y en a certainement d'autres. Donc, on a pas mal d'outils maintenant qui nous permettent de mesurer ces impacts gaz à effet de serre. Ne pas oublier non plus d'aller regarder les cahiers des charges des écolabels officiels, hein, parce que ces cahiers des charges s'inscrivent dans une logique cycle de vie et vont faire ressortir l'impact gaz à effet de serre du produit considéré. D'autres solutions aussi peuvent constituer, et ça c'est intéressant, à avoir évalué les gaz à effet de serre au cours d'un précédent marché, en phase d'exécution. On demandera au titulaire de faire cette évaluation-là. Ça n'aura pas d'incidence pour le marché en question, hein, d'incidence directe. En revanche, ce sera un élément d'éclairage très pertinent pour les marchés à venir de même catégorie et qui nous permettront donc d'identifier ces étapes sensibles du cycle de vie d'un point de vue GES. Par ailleurs, il faut évidemment pas oublier de regarder la réglementation qui peut s'appliquer à l'objet de notre marché, hein, et on a un certain nombre de réglementations sectorielles en la matière. On pense par exemple à la réglementation en matière d'achat, d'obligation d'achat de véhicules à faible émission, obligation qui concerne les acheteurs publics. Voilà. Alors, cette phase amont, je vous dis, est, de mon point de vue, fondamentale parce que cette analyse, je dirais, presque scientifique, hein, qui aura été faite par des spécialistes de la question, va donner tout le sens et l'efficacité à votre stratégie d'achat, d'une part, et d'autre part, à rendre robuste votre consultation, robuste d'un point de vue juridique. Parce que cette analyse environnementale qui va identifier les étapes du cycle de vie les plus sensibles, eh bien, on va devoir, dans notre consultation, dans notre montage du dossier, retrouver les moyens d'action pour réduire ces impacts-là, voire les supprimer, ce qui est plus difficile, mais au moins les réduire. C'est bien notre objectif, on est dans une logique de réduction. Alors, ces actions-là, on les retrouvera dans les spécifications techniques, à travers d'exigences qui permettront de réduire ce qu'on aura identifié comme étant un point sensible dans notre évaluation environnementale. On les retrouvera dans les critères d'attribution et pourquoi pas dans les conditions d'exécution. Parce qu'on sait hein, les spécifications techniques, les critères d'attribution, le code de la commande publique exige de la part de l'acheteur public
que l'objet de son marché soit, pardon, que ses spécifications ou ses critères d'attribution soient en lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, étant précisé que ces conditions d'exécution sont entendues au sens large, il peut s'agir de toutes les étapes du cycle de vie. Euh, ce lien-là est une condition de validité de la consultation. À partir du moment où vous avez fait une évaluation environnementale, puis fait ressortir de façon partagée l'impact carbone d'une étape du cycle de vie, et que en face, vous avez mis des exigences ou des critères d'attribution en lien avec, avec ce point identifié d'un point de vue scientifique, le lien avec l'objet de marché, il est incontestable. Donc, cette approche en amont, ça va être un des points essentiels pour rendre robuste juridiquement la consultation. Alors maintenant, voyons concrètement comment dans les spécifications, dans les critères et dans les conditions d'exécution, on peut activer certains leviers pour réduire l'impact carbone de l'achat en question. Dans les spécifications, ça va se traduire sous forme d'exigence. Là, je vous cite quelques exemples, mais évidemment, la liste est évidemment très, très, très ouverte au regard de l'objet du marché. Si on prend l'achat de papier, on sait que l'analyse cycle de vie du papier montre que la phase du cycle de vie la plus prégnante est la phase de production. Pourquoi la phase pour produire du papier, ça nécessite une très grande consommation, grosse consommation d'énergie électrique. Donc, qui dit consommation d'énergie dit impact carbone par conséquence. Donc, bah, pour ça, dans nos spécifications, on va par exemple exiger de fournir un papier qui respecte les exigences de l'écolabel européen ou équivalent. En ce qui concerne les bâtiments, on sait que les évaluations environnementales, les ACV, montrent que la phase la plus prégnante en matière d'impact carbone, c'est la phase d'utilisation, phase d'exploitation du bâtiment. Pareil, en exigence, on va pouvoir imposer un niveau minimum de performance énergétique et un seuil maxi d'émissions de GES dans la phase d'utilisation. Ce sont des exemples. Autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est en matière de spécification, laisser la possibilité de présenter des variantes. Cet outil-là, hein, des variantes, est extrêmement pertinent, notamment dans le domaine de tout ce qui a trait au domaine environnemental. Mais je dirais ne pas laisser la porte ouverte à toutes les variantes pour être efficace. Les variantes euh, doivent être fléchées sur des exigences de base, ce qui permettra aux soumissionnaires de porter leur attention pardon, sur des points bien précis sur lesquels on attend des solutions alternatives, ce qui leur évitera de balayer tout le cahier des charges et essayer de trouver des solutions alternatives, ce qui peut être extrêmement lourd. Or, on sait que répondre à une consultation pour des soumissionnaires, c'est un exercice lourd. Donc, en fléchant précisément les exigences de base sur lesquelles on attend des solutions, euh, tout le monde gagne du temps et c'est un moyen de capter des solutions innovantes. Alors, on peut aussi prendre en compte les enjeux climatiques au stade de l'examen des candidatures. Depuis la loi Industrie verte d'octobre 2023, nous avons la possibilité et l'obligation d'exclure des candidats qui n'auraient pas réalisé un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, le fameux BGES, alors que ces candidats étaient soumis à cette obligation. Rappelons que l'obligation de VGES, elle porte sur les entreprises qui ont plus de 500 salariés et pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Voilà. Mais l'examen des candidatures peut également être aussi l'occasion de poser des questions très ouvertes, euh, ouvertes et sans conséquence, je dirais, non éliminatoires, hein, sur l'empreinte carbone de l'entreprise ou d'un produit.
Type de question, est-ce que vous avez fait un bilan énergie sur votre process de fabrication? Ça va vous envoyer un signal au candidat en adressant ce type de questions sans que pour autant ce soit pénalisant pour la suite de la consultation. Ça donne le lait. On va retrouver ces enjeux climatiques évidemment au stade des critères d'attribution. Et là, selon deux approches, une approche au niveau technique et une approche au niveau économique. Alors, au niveau technique, ça va se traduire par l'utilisation de critères, hein, tout simplement, aux fameux critères de mieux-disance, qui nous permettront de sélectionner les offres. L'exemple pourrait être de demander aux soumissionnaires de nous donner la quantité d'émissions de gaz à effet de serre du produit qu'on envisage d'acheter, ou bien nous donner la quantité d'émissions de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru si on est, par exemple, dans un marché de travaux. Là, évidemment, encore, ce ne sont que des exemples, des illustrations. En revanche, il faut, pour pouvoir apprécier ces critères-là, utiliser un outil qui va être partagé avec les soumissionnaires pour mesurer leur empreinte carbone. Aujourd'hui, on a des outils qui existent, ceux que je vous ai donnés, je vous ai précisé tout à l'heure en introduction. Pardon. On aura Ecobalise, Seb, Ecotransit. Il peut y avoir aussi des outils internes qui auront pu être développés. Alors, autre façon d'intégrer ces critères d'attribution, c'est de les intégrer au niveau, enfin, d'un point de vue économique, au travers ce fameux coût du cycle de vie. Ce coût du cycle de vie recoupe deux composants. Les coûts directs qui sont directement supportés par l'acheteur et les coûts indirects, dits externalités environnementales. Et ce sont des coûts supportés là par la société et parmi lesquels on retrouve les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, s'agissant des coûts directs, on a évidemment le coût d'achat, mais également, au regard de l'analyse qu'on a pu faire en amont, et c'est une analyse financière, hein, on va regarder, au cours des étapes du cycle de vie du produit ou du service, quels sont les coûts qui nous paraissent les plus importants pour la structure. Donc, parmi ces coûts-là, on a les coûts liés à l'utilisation et le coût de la consommation d'énergie. Donc, par ce canal-là, on va pouvoir, en demandant aux soumissionnaires de faire un chiffrage sur cet aspect-là, on va pouvoir, par ce canal-là, rechercher des solutions moins émettrices de gaz à effet de serre, via cette méthode de coût direct. Et c'est donc le coût global qui permettra d'interclasser les soumissionnaires. Et puis, il y a l'autre aspect, des coûts indirects, donc ces fameuses externalités environnementales, qui vont se traduire. Alors là, il ne s'agit pas d'un coût financier à la charge de l'acheteur. En revanche, on va quand même parler argent. Pourquoi? Parce que il va falloir que ces externalités, on puisse les monétiser pour pouvoir ensuite les intercomparer. On va leur donner une valeur financière. Alors, concrètement, comment ça se passe? Les soumissionnaires vont remettre lors de la consultation des volumes d'émissions de gaz à effet de serre sur l'objet du marché, au point qu'on aura indiqué, des volumes d'émissions avec une documentation des éléments de preuve associés, évidemment, comme chaque fois qu'ils répondent, ils doivent se justifier au regard de critères. Et l'acheteur donnera une valeur économique à, au soumissionnaire, donnera cette information, cette valeur économique, cette valeur financière des émissions de gaz à effet de serre. Soit on peut s'appuyer sur la valeur tutélaire du carbone, donc ça c'est une valeur qui est fixée par l'État, ou bien il y a un certain nombre d'entités qui fonctionnent comme ça,
euh, se sont fixés un prix interne du carbone euh, par convention. Ces éléments-là sont bien évidemment portés à la connaissance des soumissionnaires. Alors, une fois qu'on a donné ces informations, c'est pas suffisant, il faut pouvoir ensuite calculer et trouver une méthode de calcul de ces externalités. Et ça se fait aussi et grâce à des outils. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément d'outils. Le seul qu'on ait d'un point de vue réglementaire, c'est celui qui était fixé par la réglementation, c'est celui qui concerne les véhicules de transport routier. C'est un arrêté qui a été remis à jour en 2019, qui fixe cette méthode de calcul de l'externalité pour les véhicules. On n'a pas d'autres outils réglementaires aujourd'hui. La loi climat et résilience annonçait que d'ici 2025, les outils seraient développés et là par segment d'achat et mis à disposition des acheteurs publics. Donc, normalement, au cours de l'année 2024, nous devrions avoir des outils qui vont pointer leur nez. Mais on a des outils, alors même s'il y a d'autres outils, même s'ils ne sont pas réglementaires, par exemple, l'éco-comparateur SEV concerne les infrastructures routières. C'est un domaine d'achat particulier, mais cet outil-là permet de faire ce calcul. Et puis, je dirais qu'il y a aussi les méthodes internes des structures. Un certain nombre ont développé leurs propres outils de calcul des externalités. Étant précisé, et ça c'est un point important, que le code attend que ces outils-là, enfin ces méthodes de calcul, elles soient accessibles aux soumissionnaires et que, donc, on ne développe pas des usines à gaz en clair, et que pour les soumissionnaires, ça suppose un effort raisonnable en matière de production de données. Donc ça c'est important, et notamment à l'égard des PME. Bien, nous avons vu les critères d'attribution. Autre aspect, autre étape de notre consultation qui peut permettre de prendre en compte les enjeux climatiques, c'est pendant la phase d'exécution. Alors, pendant la phase d'exécution, là aussi, hein, il n'y a pas de liste limitative, c'est très, très ouvert. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se priver d'être le plus large possible. Premier point, je dirais, en phase d'exécution, c'est bien sûr de vérifier que les engagements pris en matière d'émissions de gaz à effet de serre dans la phase de consultation sont respectés. Donc, on contrôle, on contrôle, on contrôle, hein. À la fois pour vérifier les engagements du titulaire, et puis aussi ça permet aussi de vérifier l'efficacité de ce que nous, on a pu imaginer en phase de consultation pour voir si mesurer la pertinence de ce qu'on a, de ce qu'on a fixé. On peut prévoir, je vous le disais tout à l'heure, une clause liée à la réalisation en phase d'exécution d'une évaluation de GES. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pas contraignant, mais ça va vous permettre, hein, je le redis, par exemple pour un marché de travaux, l'impact carbone d'un marché de travaux, et ensuite cette information-là, vous allez pouvoir en tirer profit pour une prochaine consultation portant évidemment sur le même type, même objet. Donc un élément d'éclairage très 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 important qui peut vous aider à monter une prochaine consultation. On peut aussi prévoir un plan de progrès, par exemple, demander au titulaire à ce qu'il nous fasse réaliser des économies d'énergie et en contrepartie, ça lui permettra, ça lui permettra de moduler sa rémunération en fonction des économies effectivement réalisées. Et alors, le plan de progrès, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est dans une démarche constructive avec le titulaire et ça veut dire qu'il y a une mise en mouvement qui se fait en phase d'exécution et ça crée, je dirais, une relation partenariale qui nous fait sortir de la simple relation donneur d'ordre titulaire. Et donc, c'est positif. Bien, notre phase d'exécution étant terminée, alors on ne parle pas des bilans de marché qui sont évidemment aussi ces éléments, un élément éclairant qui vont nous permettre de repartir sur des prochaines consultations et être un entrant tout à fait pertinent. Donc, phase d'exécution terminée, le marché est terminé. J'arrête là ma présentation et je vous remercie pour votre attention.